في ذاك الوقت سي لابتيك اوتارسيك الاكتفاء الذاتي يعني كالحل. L'URSS à l'époque n'était pas touchée par la crise de 1929. Pourquoi? Bien, si c'était l'Union soviétique, c'est l'autarcie, l'actif est. Vous avez dit qu'on ne peut pas actuellement. Alors, oui, on ne peut pas actuellement la crise. Oui, on ne peut pas suivre la même politique. Moi, je n'ai pas dit qu'en 1929, j'ai dit ce qui a aggravé la crise dans le pays, c'est la mise en place de cette politique d'autarcie. L'Union soviétique a eu une politique d'autarcie, c'est vrai. Mais en dessous, ça conduit l'effondrement. Parce que moi, je crois à la liberté de l'homme, à la liberté d'entreprendre, à l'épanouissement, à la démocratie, à la liberté. Quand j'étais étudiant, je me suis rendu en Union soviétique. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé sur place, j'ai dit jamais, je ne peux pas faire de tel système, c'est pas possible. C'est du tout blanc. C'est du tout blanc. C'est tout blanc. Non. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui. C'est le secteur immobilier aux États-Unis qui est au niveau du secteur que naît la crise et que les banques, ce sont les banques qui ont octroyé beaucoup de crédits aux gens qui n'avaient pas la capacité de rembourser. Parce que j'ai lu sur des articles que la libéralisation du secteur bancaire en général a été accompagnée par une réglementation, ou bien par doter ce secteur des règles qui va le permettre de se prémunir contre le risque de crédit des marchés. Je fais allusion aux accords de Bâle. Je voudrais savoir si ces accords de Bâle n'ont pas été assez fiables pour prémunir le secteur bancaire de cette crise. Ça au niveau des États-Unis ou bien pour les banques européennes. Au niveau du Maroc, on voit que le Maroc est adhéré aussi à ces accords de Bâle, malgré que son secteur est fortement réglementé et fortement contrôlé par la Banque centrale. Est-ce que cette adhésion à ces secteurs, à ces accords de Bâle, ce sont là pour dire que le Maroc s'adhère aux accords internationaux, bien ils ont une valeur ajoutée, bien ils vont aider à contrôler plus le secteur malgré qu'il est fortement contrôlé par la Banque centrale. Merci. Vous parlez de Bâle 1 ou Bâle 2 ou les deux? Parle de secteur. D'accord. Parce que la crise s'est déroulée au début de l'application de Bâle 2. Mais il y a eu le Bâle 1. Il y a eu le Bâle 1. Mais le Bâle 1 a fait. Oui, moi, je considère que les mesures prises dans le cadre de Bâle 1 et Bâle 2 ont pour but justement d'assainir le climat et d'éviter les dérapages qui conduisent aux tragédies comme celles que nous voyons actuellement. Maintenant, si l'application qui compte, vous pouvez avoir une très belle loi, mais si elle n'est pas appliquée, à quoi ça sert? Ça sert. Or, moi je considère que le système bancaire et financier dans toutes ses composantes pendant la crise a été totalement libre d'agir comme il veut. Alors que tout le monde savait que ça allait nous conduire à la catastrophe. C'est ça ce qu'il faut éviter dans l'avenir. Je pense que, plus que Bâle 1 et Bâle 2, la communauté internationale va être obligée de repenser le problème et de mettre en place des garde-fous plus efficaces contre les crises. Oui, évitons les discussions à sens unique. Laissons les autres intervenir si vous voulez bien. Oui. Salam alaikum. Ma question est ainsi. Face à la crise actuelle, vous avez envisagé les conséquences qui risquent de se présenter. Ce que je voulais savoir, est-ce que envisageriez-vous également des solutions face à ces crises qui risquent de se présenter un jour? Je vais répéter encore. Face à la crise actuelle, vous avez envisagé les conséquences qui risquent de se présenter un jour?
dégradations sont là, à la fois sur le plan économique, social, monétaire. Beaucoup de compagnies d'assurance ont disparu, beaucoup de compagnies, comme dit tout à l'heure, les caisses d'épargne ont disparu. Des entreprises en très grand nombre ont disparu. Le chômage touche des dizaines de millions, des dizaines et dizaines de millions de chefs de la planète. Je crois que c'est des conséquences dramatiques. Et c'est pas demain qu'on va réparer tout ça. Alors, ma question est ainsi. Je voulais savoir, est-ce que selon vous, envisageriez-vous des solutions face à ces crises? Pardon? Envisageriez-vous des solutions face à Des ces crises? solutions. Des solutions pour dépasser La solution, de mon point de vue. D'abord, lorsque le climat de confiance n'existe pas, il ne peut pas y avoir de reprise. Je dis dans mon livre que la crise aurait pris moins d'ampleur, elle aurait fait moins de dégâts si les responsables de la communauté internationale ont démontré leur détermination et le sens du devoir. Par exemple, moi je dis dans les déclarations, les analyses, dans la télévision, le monde est menacé par la crise de 1929, de la reconduction de la crise de 1929. Vous savez le dire, c'est un message pour les marchés et les opérateurs économiques. Donc les gens s'affolent. Deuxièmement, je suis persuadé que si le pays où le drame a pris naissance, les États-Unis d'Amérique, avait pris des mesures immédiates pour circonscrire la crise, celle-ci aurait fait moins de dégâts. Car dans les situations tragiques comme celle-là, il ne faut pas laisser le temps au temps. Il faut agir immédiatement. Or, le plan Paulson a été débattu par la Chambre des députés, la Chambre du Conseil des États-Unis, ça a duré des semaines et des mois. Et pendant ce temps-là, les marchés, les opérateurs économiques ont compris qu'il n'y a pas une volonté politique. Deuxièmement, et c'est très important, je le dis dans mon livre également, je suis persuadé que si l'Union européenne avait pris des mesures à l'échelle de l'Union, ça aurait constitué un message très fort à l'égard du marché et des opérateurs économiques. Or, malheureusement, c'est le fait national qui a prévalu. Chaque pays a pris des mesures. C'est qu'après que la tragédie a été faite qu'on a essayé de prendre des mesures supplémentaires. Donc, moi je pense que dans les déclarations des responsables, ça peut allumer le feu. Surtout dans une situation tragique, il faut, avant de prononcer une chose, il faut le mesurer 3 fois. Oui. Lorsque vous avez parlé de l'avenir, vous envisagez la création de 3 blocs. Et surtout dans la vision que vous présentez pour la crise, il y a présence de l'économique, mais il y a absence, ce qui me dérange, l'absence des politiques. Parce que je vois par exemple, lorsqu'on parle de l'expansion chinoise, il y a la présence américaine qui essaie de contrôler cette expansion de l'économie chinoise par le contrôle de la fluidité du pétrole. Où on parle maintenant, elle est très présente dans le Moyen-Orient, les États-Unis, mais on parle d'une guerre contre l'Iran qui peut être des politiques où on s'aide la Chine, c'est-à-dire que le pétrole, le chiffre iranien peut jouer le rôle aider l'économie chinoise. Est-ce qu'on ne peut pas, ce qui me dérange dans cette vision, il y a une absence de politique. Est-ce que les États-Unis vont laisser l'économie chinoise aller jusqu'au bout? Ils n'ont aucun choix. Aucun choix. Qu'est-ce qu'il faut pour empêcher la croissance de la Chine? La Chine, on est actuellement dans une croissance presque à la Chine, on ne pas maintenant. Alors que l'Amérique, c'est déjà dans le masse. Et la Chine, d'abord, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Avec des richesses colossales. Telle chose que c'est l'énergie, c'est vrai. Et vous avez dû vous rendre compte l'intérêt particulièrement important porté par la Chine à l'Afrique. Les visites de sont très nombreuses, ces visites se traduisent par la conclusion d'accords entre la Chine et ces pays d'Afrique, parce qu'ils veulent s'assurer l'approvisionnement en matières premières et en énergie dans les années à venir. Et puis moi, dans mon livre, c'est juste un exemple très simple. L'Asie. En Afghanistan, exactement. L'Amérique dépense des dizaines et des centaines de milliards pour nourrir la guerre.
en Afghanistan. Avec cette incertitude, parce qu'il manque de la guerre, moi j'en doute. La Chine vient de conclure un accord de coopération avec l'Afghanistan pour exploiter des gisements, et cet accord porte sur 10 milliards de dollars pour créer des infrastructures, un chemin de fer, etc., etc. Donc moi je crois très sincèrement que la Chine, d'abord c'est un pays, c'est un continent qui a été longtemps laissé dans l'ombre, et je crois qu'elle simplifie un certain nombre de ces sujets. Mais les États-Unis, écoutez, 25% je crois des comptes de trésor américains sont souscrits par la Chine. Et lorsque Mme Clinton s'est rendue en Chine, la première visite, la première demande qu'elle a formulée au président chinois, elle m'a dit, écoutez, parce qu'à un moment donné, les Chinois faisaient des déclarations, on va cesser de souscrire dans le trésor américain. La première demande qu'elle a faite, écoutez, pour notre coopération, nous vous demandons de continuer à souscrire au bon trésor américain. Non, je crois que... Oui, je crois que... Oui, allez-y. Moi, c'est Sylvestre Oyono, étudiant à ASDEF, 5e année. Ah, tiens, je vais. Oui. J'ai entendu parler de ça. Je voudrais savoir sur les accords de libre-échange que le Maroc a signés. Pardon? Les accords de libre-échange que le Maroc a signés au niveau international. Prenons l'exemple de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc, pour moi, je vois que c'est un accord plutôt politique et économique. Et je voudrais savoir, ça fait, je crois, 2 semaines que la Maison-Blanche a reçu le ministre des Affaires étrangères du Maroc pour traiter ces affaires. Et je voudrais savoir si l'impact que ces accords vont donner au Maroc par rapport au pays maghrébin. Parce qu'actuellement, on vit la situation de la proteste des pays pour le film qui a été diffusé par les médias. Et le Maroc a condamné le comportement violent de ces protestes. Donc, je voudrais savoir quel serait l'impact du comportement du Maroc par rapport à sa politique. Alors, là, moi je voudrais, c'est la différence entre l'aspect politique et l'aspect économique. Oui, parce qu'il y a 2 aspects. Oui, dans cette conférence, nous parlons de problèmes politiques. Évidemment, on ne peut pas parler de politique sans parler de... Non, on ne peut pas parler d'économie sans parler de politique. Mais je vous rejoins sur un point. Lorsque le Maroc a conclu l'accord de libre-échange avec les États-Unis, il y a des amis qui m'ont dit « Oh, c'est extraordinaire parce que nous allons assister à la création des grandes banques, des grandes compagnies d'assurance au Maroc. » J'ai dit « Je parie avec vous qu'il n'y aura aucune banque, aucune compagnie d'assurance américaine au Maroc, créée au Maroc. » Pourquoi? Parce que l'Amérique, c'est pas un pays, c'est comme la Chine, c'est un continent. Le Maroc, c'est un petit marché. Bien sûr, ça facilite les développements des échanges entre le Maroc et les États-Unis. Mais c'est comment dirais-je, le rapport, le loup et l'agneau, c'est comme ça. Mais ceci dit, moi je suis très content que le Maroc soit ouvert sur le monde extérieur. Parce que ça permet aux entreprises marocaines de faire des efforts pour s'adapter à la situation internationale. Il y a des pays où les entreprises ont été très puissamment protégées. Le jour où le marché a ouvert les frontières, ça a été une catastrophe. Maintenant, vous avez évoqué le Maghreb. Malheureusement, je le déplore parce que si le Maghreb avait pu émerger, je crois que ça aurait constitué un pôle avec lequel le reste du monde doit compter. Malheureusement, moi je fais partie d'une génération qui a cru les yeux fermés
à l'entité magrébine. Bon, pour l'instant, on n'a pas mis le jour. Voilà. Merci, docteur et maître de conférence de cette approche qui est normalement très enrichissante de la crise mondiale. Merci de nous avoir rassemblés dans cette rencontre d'échange et de communication qui malheureusement se font rares dans notre région de l'Oriental. Maintenant, si vous permettez, j'ai une petite question que je veux poser dans le cadre d'une participation à l'animation de ce débat. Ma question, d'après les analystes, l'économie mondiale pourrait entrer dans une nouvelle récession, compte tenu que l'activité économique a déjà ralenti considérablement en 2011. Les analystes prévoient une reprise de la croissance économique en 2012 et 2013. Selon votre propre analyse, est-ce que vous voyez que cette reprise de la croissance est possible? Sinon, quel est votre opinion là-dessus? Et merci beaucoup. Moi, je crois qu'une reprise économique à l'échelle de la planète est une question de vue. Il n'y a pas d'autre choix. La communauté internationale crée les conditions requises pour que cette reprise économique ait lieu. Et elle le fait. Elle le fait. Elle a commis des erreurs, certes, mais je suis persuadé que nous sommes condamnés. Il n'y a pas de position. La pire des catastrophes, nous sommes condamnés, la planète est condamnée à la reprise économique. Et je pense que l'horizon que vous avez cité, 2012-2013 surtout, je pense qu'il va y avoir des changements dans ce sens-là. Je pense. Oui. Premièrement, nous tenons à remercier notre professeur, M. Kibras, pour cette conférence précieuse. Ma question s'articule autour de l'impact de cette fameuse crise sur notre économie. Vous avez dit, monsieur, que notre économie est relativement diversifiée. C'est pour cette raison, justement, qu'il n'y aura pas un grand impact, c'est-à-dire de cette crise sur notre économie. Alors que les analystes et les spécialistes parlent d'un recul du transfert des émirats, parlent d'un recul au niveau des recettes touristiques et de voyage, mais certains spécialistes parlent d'une situation semblable à celle des années 80. Donc, ma question là-dessus est la suivante. Qu'est-ce que vous proposez, monsieur, comme issue pour s'échapper des répercussions de la crise sur notre économie? Un autre point, monsieur, vu que vous étiez un ex-ministre des pêches maritimes, nous savons tous qu'actuellement, la convention des pêches maritimes signée avec l'Union européenne est suspendue. Donc, qu'est-ce que vous envisagez à ce niveau, monsieur? Est-ce qu'il y a une volonté auprès de notre pays pour renouveler cette convention? Merci. La deuxième question est à poser à M. le ministre de la Culture et de la Pêche. Je ne vais pas répondre à sa place. Je l'ai fait. Non, je l'ai fait lorsque j'étais responsable. Maintenant, je ne peux pas me prononcer à la place du ministre. C'est à vous de. Bon, alors, moi, pour ce qui est de la première question, je crois que les analystes n'ont pas besoin de dire qu'ils prévoient une. C'est vrai, les recettes des RME ont diminué. Ils vont diminuer. Vous avez pris un exemple, dans la première phase, 300 000 Marocains ont perdu leur travail. Et ces Marocains ont transféré une partie de leurs revenus au Maroc. Et une transfert tout à fait possible. Il ne faut pas lui déposer les armes, la crise. Oh, j'attends que la crise passe. Mais non, ça ne passera pas, ça ne fait rien. Oui. Allez-y. D'abord, je vous remercie, monsieur, pour votre conférence. Je suis étudiant à HVFIS. Monsieur, ma question. Monsieur, mon point de vue, c'est entre ce qui est le capitalisme et la mondialisation. Ce qui a permis à cette crise de tout propager le flux, c'est la mondialisation. Donc là, après, on se trouve avec le communisme, donc l'État qui est en train de sauver le privé, donc le communisme qui est en train de sauver le capitalisme. Donc après, est-ce qu'on peut avoir lieu à une nouvelle stratégie politique, une combinaison entre les deux stratégies politiques, qui est capitalisme et communisme, dans le futur? Parce qu'après, on a vu que
le capitalisme qui a fait preuve des avantages et des inconvénients, là, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans le futur? Alors, moi je vous dis une chose. Est-ce que la Chine est actuellement communiste? Si on met de côté l'existence des partis communistes, elle travaille dans le cadre des lois du marché. Et d'ailleurs, les Chinois ont trouvé une nouvelle appellation, l'économie sociale du marché. C'est pour beaucoup de trucs, mais c'est l'économie du marché. Mais par contre, je ne crois pas du tout à l'efficacité du système communiste pour gérer l'économie pendant longtemps. Parce que d'abord, le parti communiste, c'est l'étouffement de la personne. C'est l'absence de liberté. L'économie de marché a des atouts considérables. Mais, il faut mettre en place des garde-fous pour qu'elle ne passe pas les lignes rouges. C'est tout. السلام عليكم. شكرا سي طيب غابس على التقديم القيم اللي قمتم به، وكنتمنوا هذه المبادره تكرر في الجهه الشرقيه باش نستافدوا منها ان شاء الله جميعا. السؤال ديالي او التدخل ديالي كيتعلق حول التشخيص ديال الازمه الماليه. يعني le diagnostic de la crise économique mondiale. On a beaucoup parlé des conséquences, des retombées sur l'économie marocaine, sur le reste du monde et tout ça. Mais le vrai diagnostic n'est pas encore tout à fait de 10% sur le capital humain, sur la formation. C'est l'un des facteurs. Un des facteurs. Le deuxième facteur que vous avez cité. Est-ce que cette crise n'a pas quand même une origine, je dirais, humaine, beaucoup plus que le système économique occidental? Est-ce que l'élément humain n'est pas vraiment responsable et il est à l'origine de cette crise? Merci, monsieur. Là, pour répondre à votre question, je me pose la question. Est-ce que, je voudrais bien que vous citiez cette question, est-ce qu'une minorité insignifiante d'hommes, quelques milliers, peut s'arroger le droit de s'enrichir dans des conditions inacceptables au détriment de 6 milliards d'êtres humains? C'est un crime abominable. Et moi j'ai fait des affaires de jour, j'ai dit ces responsables doivent être punis. Condamnés à mort. Le Marbeuf qui a fait évaporer en un jour 65 milliards de dollars. En un jour. Et tout le monde savait que les explosifs ne pouvaient pas continuer, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait? On m'a condamné à 20 ans dans une prison dorée. Ben enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. Et tout le monde savait que ce coupable allait conduire la situation où il est arrivé. Moi, je pense que la crise actuelle est une crise provoquée par une minorité insignifiante de spéculateurs dans le seul but et la maximisation de leur profit, en oubliant complètement